2023, les glissements est-il inévitable? Nous allons parler avec Dou Jésus Bélédou, un confrère. Nous partageons d'abord nos compassions parce qu'il a été victime d'un incendie. Bienvenue, Monsieur Dou Jésus. Bienvenue, Jean-David Kilolo. Ce qui a fait ce que vous devenez de plus en plus un peu invisible, absent de nos médias. Exactement. Je crois que je commence par témoigner aussi ma gratitude et celle de ma famille à la compassion des confrères et consoeurs, mais aussi de plusieurs personnalités au regard de ce sinistre qui m'est arrivé. J'ai été victime d'un incendie domestique à la maison depuis le 10 août. Cet incendie qui a obligé ma famille et moi personnellement à habiter loin de notre confort parce que nous avons pratiquement tout perdu. Heureusement, nous avons glorifié le Seigneur de nous avoir préservés en vie, moi, ma famille et les enfants. Ils étaient où, les enfants? Et nous sommes ensemble, la famille réunie. Non, et pendant ce sinistre, les enfants étaient où? Nous étions quelque part ensemble. Il fallait aussi essayer de s'isoler et penser à ce qui nous est arrivé. Il fallait se remettre en cause. Il fallait consoler les enfants surtout pour ce traumatisme, parce que je rappelle que ce sinistre est arrivé pendant que les enfants étaient pendant les grandes vacances, et ce qui a fait que les enfants ont été traumatisés. Il fallait rester avec les enfants, il fallait parler aux enfants, il fallait disparaître pendant un moment dans nos lieux habituels de travail, notamment dans nos bureaux, notamment dans les télévisions. Personnellement, je te remercie et je remercie tous ceux qui nous ont quand même apporté leur soutien tant moral que matériel ou financier pendant ces sinistres. Et donc, gloire à Dieu, nous avons la famille réunie, il n'y a pas eu d'irréparable. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est quoi? Il y a eu des enquêtes qui ont été menées? Exactement, les enquêtes sont encore en cours. Je ne peux pas affirmer des choses dans les médias. On parlerait. Non, pas. Il faut élaguer cette thèse-là. S'il s'agissait d'un incendie criminel, je pense que c'est rassurant. Je l'aurais dit et les enquêtes l'auraient démontré. Je ne suis pas un populiste et j'ai toujours l'habitude de le dire. Cet incendie s'est déclaré à 13h, et pendant que j'étais au bureau. Et je suis arrivé et je constatais, certains parleraient d'un court-circuit électrique. Et les enquêtes sont en cours pour déterminer effectivement qu'est-ce qu'il en est. Et ce n'est qu'à l'issue de ces enquêtes que nous pourrons voir, nous pourrons dire dans les médias ce qui nous est arrivé. Et le plus important, c'est que Dieu nous a préservés. Il fallait compter d'abord sur Dieu, il fallait compter sur nous-mêmes, parce que c'était une dure épreuve. Gloire à Dieu. Je suis par devant vous et je retrouve un peu les téléspectateurs le plus important, c'est que vous soyez en vie, 50. vous et ainsi que toute votre famille. On ne se plaint pas. Voilà, ça c'est les plus importants. D'où Jésus. Il y a l'actualité qui défraye la chronique. C'est le dossier de 21 000 $ américains comme émolument des députés nationaux. Il y a des invisibles. Et avec ça, il y a les élections qui se pointent d'abord à l'horizon. Mais vous êtes quand même des courageux parce que j'ai essayé quand même de jeunes d'appeler des députés. Beaucoup de députés sont restés injoignables, ne voulant pas aborder cette question. Je pense que le promoteur ou le responsable numéro 1 de la chaîne, Jean-Marie Kassamba, que je salue d'ailleurs en passant, pourrait vous dire que je l'ai dit dans l'une de ses émissions, notamment à Club 50, je disais que nos députés nationaux arrivaient jusqu'à 21 000 $ le mois. Vous le disiez? Certains, je le dis, les images sont là, on peut le voir. Et je déplorais justement cette situation. Certains confrères m'ont pris à partie, certains ne m'ont pas compris. J'ai été victime de plusieurs critiques, pourtant c'était la vérité. Et aujourd'hui, lorsque je vois ces débats soit remis en surface et qu'on en parle dans toute la sphère et politique et sociale, je pense qu'il faudrait reconnaître aussi qu'il y a des journalistes qui avaient mené des investigations bien avant, parmi lesquels je suis les timoniers, et j'ai imposé ces débats. Aujourd'hui, on parle de ce débat dans les médias. Je l'ai dit il y a 2 mois ou 3 mois. Mais vous êtes... Je suis quand même surpris, parce que moi je l'ai dénoncé en son temps. Je suis quand même surpris, Jean-David Kilolo, de voir la classe politique, aujourd'hui, les journalistes, comme
la classe sociale, surpris que les gens s'étonnent du fait que le député soit la classe la plus nantie de la RDC. Je suis quand même surpris parce que la situation n'a pas commencé aujourd'hui. Si on parle de 21 000 $ aujourd'hui, mais hier, à quoi valaient-ils les 10 000 $, avant-hier, etc. Et donc, ces députés, on nous a habitués comme ça à le voir avec des salaires faramineux, avec un traitement de privilèges au détriment des fonctionnaires de l'État, de la masse qui travaille. Ça, c'est toujours, c'est les quotidiens, c'est les bénis. Oui, c'est le pain quotidien. Est-ce que ce n'est pas parce que justement, le gouvernement veut aussi avoir... non, moi je commence par dénoncer... veut garder le poste parce que dans ce 21 000, il y a aussi l'argent. Il parle aussi, la part aussi du gouvernement. Jean-David Kilolo, je commence par dénoncer cette hypocrisie. Okay. C'est une hypocrisie de la classe politique. J'ai vu Fayoulou s'agiter aussi dans les médias comme tout le monde. En affirmant effectivement que comme Délice Sanga, c'est inadmissible, etc. Exactement, je vous emprunte les mots. Ce sont des acteurs politiques qui ont bénéficié et qui bénéficient encore de ces avantages, le noir ou dans l'obscurité et le jour. Ils se moquent pratiquement du peuple. Ils le savent. Ils ont été députés. Fayoulou a été député. Il a eu des jeeps. Lorsqu'une législature avait des jeeps, depuis la première législature, ou la deuxième, ils en bénéficiaient, et les autres en bénéficiaient. C'est parce que le débat est arrivé en surface, on veut faire l'innocent. Il faut qu'on arrête finalement de se moquer du peuple. Ce que moi je déplore le plus, je vais chuter et terminer par là, c'est que nous pensions qu'à l'arrivée de Tshisekedi, président de la République, et que ces traitements des faveurs au détriment des enseignants qui mouillent les maillots, qui forment l'avenir, la jeunesse, qui ont un salaire médiocre de $200, à peu près 400 000, bon, c'est une avancée significative, mais ça ne représente rien lorsqu'on met sur la balance le 21 000 $ le mois et les 200 $ le mois. On a vu des professeurs d'université, l'un d'eux a pleuré lors des obsèques d'un de ses collègues. Il a pleuré simplement parce qu'il fallait qu'il se cotise pour enterrer un des leurs. Alors que nous avons, parmi les sociétaires de la République, des individus pour le travail que nous savons, qui bénéficient de près de 21 ou 22 000 $ au détriment de ceux de véritables Congolais qui travaillent. Il est vrai que partout au monde, les députés ont un traitement des valeurs, mais c'est déséquilibré. Mais dans tout ça, vous ne voyez pas qu'il y a d'abord un silence coupable de la part d'abord du bureau, le bureau de l'Assemblée nationale. On attendait la réaction du président ou la réaction même du rapporteur. Aucun signe de vie. Vous savez, lorsqu'il s'agit de tels débats, il ne faut pas voir simplement le bureau. Il faut voir chaque député. Mais regarde, s'il vous plaît, Jean-David Kilolo, s'il vous plaît, j'en viens. Lorsqu'il s'agit des positionnements politiques, on l'a vu ici lors de la composition du bureau de la CENI, regardez comment la classe politique s'est agitée, l'opposition notamment, s'est agitée. Chacun voulait avoir son délégué là-dessus. Lorsqu'il s'agissait de la nomination de Malonda ou des membres du bureau qui devraient composer la CENI, on a vu l'agitation. On appelle la démarche lorsqu'il s'agit des positionnements politiques, lorsqu'il s'agit des dialogues. Regardez, tout récemment, bientôt là, je ne suis pas un devin, mais je pense que la classe politique, puisqu'on avance vers les élections de 2023, certains vont réclamer les dialogues. Et ils vont amener, d'ailleurs, ils les font déjà, Fayoulou les fait, il appelle la masse à mobiliser, parce qu'il veut qu'il y ait un consensus pour tel ou tel document, alors que nous savons, le vrai langage du consensus revient au dialogue, au partage de gâteaux. Et c'est là où on s'agite. Mais lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt des Congolais, on n'a pas vu l'opposition s'agiter. Posez la question aux députés de l'opposition, je ne cite pas de nom. Vous allez voir que beaucoup préfèrent rester à fond que de dire la vérité. Et donc ça, c'est un problème sérieux sociétal. Il faudrait le revoir au cours des législatures prochaines, parce que lorsque vous prenez votre micro, vous êtes journaliste, faites le sondage. Allez poser des questions aux vrais électeurs de Congolais. Ils vous diront que ce genre-là, malheureusement, ne mérite pas, je ne dis pas tout, hein, je dis pour certains, pour la plupart d'ailleurs, ne mérite pas ce traitement de faveur au détriment des professeurs, des enseignants, puisqu'il s'agit de la rentrée scolaire, des enseignants qui nous ont formés à parler le français que nous parlons aujourd'hui, des professeurs des universités, des médecins qui nous suivent en ce moment, qui d'ailleurs, certains venaient
de sortir d'une grève, des infirmiers qui ont pris les risques lors de Covid-19 pendant que tout s'est caché à la maison, ils ont été au front. Ils ne sont pas mieux, les députés ne sont pas mieux que ces gens-là, ils ne sont pas mieux que certains qui sont dans la masse laborieuse, mais qui aident le pays. Nos militaires, par exemple, qui sont au front et qui mouillent les maillots pour ce pays dans un contexte de guerre, et vous le savez très bien, et malheureusement, on nous amène des débats. Et moi, je ne condamne, je ne privilégie pas les uns au détriment des autres. Je ne veux pas qu'on utilise les langages simplement pour condamner les bureaux, mais je veux effectivement que nous remettons en cause tous ces députés, surtout ceux de l'opposition, c'est là où je m'attelle, ceux de l'opposition qui s'agitent pour des positionnements politiques, alors que quand il s'agit des intérêts des peuples, ils sont affolés. Voilà, parce que ça n'arrive pas, vous êtes communicateur, mais on vous sent et puis on vous voit, vous aviez dénoncé ces 21 000, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas tous les jours, parce que chaque fois qu'on reçoit les communicateurs... Non, je ne suis pas communicateur, il faudrait... Non, c'est-à-dire que vous, quand même, vous défendez les pouvoirs. Vous défendez les pouvoirs. C'est important. C'est important de le dire. S'il vous plaît, Jean-David Foulolo, il faut finalement l'éclairer. Ok. Je suis un journaliste qui a des convictions. Comme toi, tu as des convictions. Comme tout Congolais a des convictions. Je suis un journaliste, mais de surcroît, je suis un citoyen. Et par ma posture de citoyen, j'ai des convictions. Et c'est sur base de mes convictions, Jean-David Kilolo, qu'après les sinistres qui m'est arrivé, je n'aimerais pas dire ici que je m'attendais à grand-chose ou à un extraordinaire par rapport au sinistre qui m'est arrivé. Mais je suis resté, moi, journaliste, j'ai appris à essuyer mes peines seul et à garder mes convictions. Et c'est ce qui me motive à passer dans le média et à garder mes convictions. Voilà, je dis ceci, allez-y. Je termine par dire ceci. Je soutiens les efforts de Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi, dans plusieurs secteurs, notamment dans la réforme de l'armée, dans la diplomatie, etc. Mais s'agissant justement de ce qui se passe au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, c'est exagéré que nous mettons sur la balance un professeur d'université qui touche $150 et $1 500 et un député national qui en est à $21 000. Et lorsque vous mettez les débats en surface, vous allez constater qu'il y a de l'hypocrisie parce qu'il y a des individus qui en bénéficient et qui en ont bénéficié bien avant. Et aujourd'hui, pour des fins populistes et électoralistes, je fais allusion à Faïlo par exemple, il est en train de vous brandir 21 000 comme si les autres c'était des démons, alors que ces traitements de faveur, il en a bénéficié. Et comme beaucoup d'autres députés qui sont dans l'opposition, il faut qu'on arrête avec de l'hypocrisie. Il faut qu'on voie un débat. À chaque fois qu'il s'agit d'un débat qui concerne de l'argent, à chaque fois qu'il s'agit d'un débat qui concerne les émoluments des députés nationaux, on nous présente un huis clos. Pourquoi on nous présente un huis clos? Parce que dans ce débat-là, le langage, il est le même. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Voilà. Maintenant, on parle des élections. 21 000 $ pour les députés nationaux. Il y a déjà plus de 228 millions décaissés pour l'organisation des élections. Il y a cette histoire des cartographies. Il y a tout un tas de problèmes qui font assez que les élections en 2023 deviennent de plus en plus hypothétiques. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Je suis toujours très content lorsqu'on parle des questions électorales parce que j'ai toujours eu l'habitude de dire qu'il faudrait alerter maintenant sur les processus électoraux parce que dans 15 mois exactement, on doit avoir des nouvelles élections. Heureusement que ce que je dis ici, je suivis le président de la CENI lorsqu'il a eu à conférer ou à échanger avec les étudiants d'une université de la place, l'université Kimbanguiste, je crois. Il a rappelé, lorsqu'il parlait des contraintes, il dit il y a plusieurs contraintes. Il y a les contraintes notamment liées à la sécurité, parce que vous le savez très bien, une partie de la RDC est en guerre. Je fais allusion à Bunagana. Il y a des contraintes sécuritaires. Et puis, au-delà de toutes ces contraintes, il a évoqué justement ce que vous dites là. Il dit qu'il y a des contraintes financières qui se posent aujourd'hui. Mais il y a une lueur d'espoir lorsqu'il dit, par exemple, Kadima, il dit ces contraintes-là, nous en parlons aujourd'hui parce que nous voulons justement avoir des élections en 2023. Si nous ne voulions pas avoir des élections en 2023, on ne parlerait pas de ces contraintes-là, on resterait aphone et silencieux. Et justement, je m'en tiens à ce qu'il a dit pour revérifier ce qui a déjà été fait. Il est vrai que Nicolas Kazadi a dit lors d'un conseil des ministres qu'il y a eu 228 millions de dollars qui ont été décaissés pour la CENI. Mais le 228 millions de dollars dont on parle ici,
dans Jean-David Kilolo, il faut éclairer ceux qui nous suivent. Il s'agit là des frais des paiements des salaires et des frais de fonctionnement. Pas les frais d'organiser les... Pas des frais essentiellement d'organisation des élections. Parce que lorsque vous questionnez les services de la Commission électorale nationale indépendante ou le bureau, on vous dira effectivement, puisqu'avant d'organiser les élections, le budget dans l'ensemble, ça fait 650 millions de dollars. Kazadi, Nicolas, le ministre des Finances, dit avoir débloqué 228 millions de dollars, ce qui représente un tiers de la somme voulue pour les élections. Et lorsque vous grattez encore, vous questionnez le bureau de la CENI, on vous dit clairement que les 228 millions de dollars constituent justement les frais de fonctionnement, je l'ai dit, et des salaires. Mais qu'est-ce qu'il en est des frais d'opération? Parce que ces frais d'opération, justement, qui vont permettre à ce que la CENI poursuive avec les processus électoraux. Et lorsque je parle des processus électoraux, il y a justement la cartographie des bureaux de vote. Ça, il faut le souligner. Qui est aussi décrié, c'est que... On en parlera. Effectivement. Et lorsque je dis qu'au niveau des financements, la CENI accuse 4 mois de retard, vous pouvez faire des calculs, nous sommes au mois de septembre. Septembre, août, juillet, juin. Pratiquement 4 mois que la CENI n'a pas de frais d'opération. C'est ça justement l'une des contraintes. On peut dire que la CENI en a bénéficié de 228 millions de dollars, mais sur la ventilation, cet argent servait au fonctionnement et au paiement des salaires. Et puis sinon, la CENI en a bénéficié. Donc jusque-là, il n'y a pas une grande somme. Il y en a eu au mois de janvier ou au mois de février, je pense, pour les opérations, mais la CENI, qui n'a pas d'ailleurs bénéficié de ces financements, a quand même fait des efforts pour justement arriver à ce que nous avons appelé la validation de la cartographie d'enrôlement. À ne pas confondre avec la validation de la cartographie de bureau. Parce qu'il y a une agitation. Oui, je suivais un ex-confrère aujourd'hui, que je salue d'ailleurs, devenu politique avec un parti politique, qui en parlait pour dire la cartographie des bureaux devait intervenir selon l'esprit de l'article 47 de la loi électorale actualisée. Après enrôlement et après le tout, les derniers processus, disons ça comme ça. J'étais quand même aussi estomaqué de voir un confrère qui a été longtemps dans la CENI, au niveau de la CENI, voir certaines notions l'échapper, justement la notion de ce que j'ai évoqué tout à l'heure là, la cartographie des centres d'inscription. Et ça, c'est quelle cartographie? Et cette cartographie, c'est une opération qui vient a posteriori, en amont, pas a posteriori, mais en amont de l'enrôlement, justement. Pourquoi? Parce que ceci permet à ce que, qu'on définisse les centres d'enrôlement, qu'on identifie les centres d'enrôlement. Ceci permet à ce que on voie les kits à déployer sur l'ensemble du pays. Cette cartographie des centres d'inscription, voyez-vous, à ne pas confondre avec la cartographie des bureaux de vote. Voyez-vous, ça c'est simple. La CENI en a parlé. Et d'ailleurs, Kadima l'a rappelé lorsqu'il s'agissait des échanges avec les étudiants. Et donc, il ne faudrait pas confondre. Et d'ailleurs, la cartographie du centre d'inscription ou d'enrôlement permet également à ce qu'on ait les nombres exacts des agents à déployer sur l'ensemble du territoire, à identifier les locaux devant abriter les inscriptions pour venir s'enrôler. Et donc, ce sont des exercices qui viennent en amont et non en aval. Et donc, il n'en est pas question ici d'une violation de la loi. Non, il n'en est pas question parce que, justement, il faut qu'il y ait cette cartographie des centres d'inscription pour baliser le chemin en l'enrôlement et baliser le chemin, justement, à d'autres... Voilà, au regard de tout ça, parce que vous avez parlé que la CENI accuse de 4 mois de retard, malgré les 228 millions de dollars qui ont été décaissés, c'est pour les paiements des salaires. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'organisation des élections à bonne date? Exactement. Je crois à la bonne foi du président de la République, je crois en la bonne foi du président de la Commission électorale nationale indépendante, et surtout à sa détermination, simplement parce que lorsque vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui, en dépit du fait que les financements de l'opérationnalisation est en train de tarder, vous allez constater que la CENI a avancé sur la mise en place de certains dossiers qui devraient déjà commencer, notamment l'enrôlement des électeurs. Lorsque la CENI vous dit
tout est déjà mis en place pour démarrer l'enrôlement des électeurs au mois de décembre. Je pense qu'on en est à un délai, parce que si nous démarrons au mois de décembre, avec les délais qui prend l'enrôlement, nous allons avoir les élections dans le délai, c'est-à-dire en 2023. Et lorsque on vous dit, par exemple, il y a des contraintes sécuritaires et financières, cela veut dire que la CENI en alerte pour que le gouvernement se déploie rapidement, parce qu'on n'en est qu'en un tiers, je le dis ici, il faut que ces financements arrivent à temps. C'est aussi votre travail en tant que journaliste. C'est le travail de la société civile, c'est le travail des politiques, c'est le travail. Parce que, Jean-David Kilolo, je vais vous dire une chose, vous serez peut-être étonné. Tous ceux qui s'agitent dans le média pour dire qu'il n'y aura pas élection, pour naviguer à contre-courant des propos de la CENI ou du travail de la CENI, ce sont généralement les gens qui ne sont pas préparés pour les élections. Plutôt que de dire qu'il n'y aura pas élection, ces gens-là devraient faire pression en tant que Congolais au gouvernement pour dire, voici ce que dit la CENI. Nous n'avons pas de financement de 4 mois des élections alors que nous devons organiser les élections dans 15 mois. Donnez les moyens à la CENI pour qu'il n'y ait pas de prétexte. C'est ça le débat de ceux qui veulent les élections. Le gouvernement donne seulement aux députés 200 justement, c'est ce que nous décrions. C'est ce que nous décrions. Et donc, 21 000 $ fois 700, c'est beaucoup. Hein. Et donc, nous pensons que la CENI est déterminée au regard du travail abattu. Lorsqu'on vous dit, par exemple, l'enrôlement et l'identification vont intervenir déjà au mois de décembre ici. Au mois de décembre. Au mois de décembre, ce sont des signes qui annoncent ces élections avec pompe en 2023, mais quitte à nous maintenant de dire au gouvernement, quitte aux Congolais de dire au gouvernement, si nous ne voulons pas avoir un chaos en 2023, si nous ne voulons pas avoir un glissement comme vous le dites, si nous ne voulons pas avoir de suspicion maintenant là, il y a encore des signes, il y a encore des conditionnels qui sont là, ce qui fait que c'est pas trop sûr. Non, ce qui fait que nous sommes dans les délais. Le gouvernement, avec la mobilisation des recettes aujourd'hui, vous le savez très bien, que les régies ont triplé, ont quadruplé les recettes, justement grâce à la patrouille financière de l'inspection générale des finances, l'IGF, qui aujourd'hui a bouché tous les trous où il y avait coulage de recettes. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que les recettes explosent au niveau de la DGDA, de la DGI, etc. Parce que la patrouille financière implémentée par l'inspection générale des finances, conduite par son chef de service, Jules Alinguet-Tekei, on sent qu'il y a une mobilisation de recettes. Le prétexte pour ne pas financer la CENI n'y est pas, pratiquement. On voit les dynamismes qu'il y a aujourd'hui dans la mobilisation des recettes, on voit le sérieux dans la mobilisation. Mais on voit cette embellie financière. Le retard, là, comment rattraper les retards de 4 mois, oui. Nous sommes dans le délai. Il suffit simplement que le gouvernement mette le moyen, que le ministre des Finances mettre les moyens pour les frais d'opérationnalisation de la Commission électorale nationale indépendante. Je pense que Jean-David Kilolo, la question de la CENI sera définitivement résolue. Il faut maintenant là taper du poing sur la table. Il faut maintenant là appuyer sur le secteur des finances, financer les élections sur le plan d'opération pour que finalement il y ait enrôlement et qu'à la fin, ce que la classe politique réclame aujourd'hui, la cartographie du bureau des votes, qu'on l'ait et qu'on ait des élections en toute transparence et dans le délai. Voilà, qu'on ait les élections dans le délai, malgré l'insécurité dans l'Est. Justement, la question sécuritaire, c'est cette épineuse question. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, les élections risquent d'être reportées? Nous pensons que lorsque une partie de la jambe... Les gens peuvent dire, il n'y aura pas d'élection sans Bunagana. Une partie du corps est endommagée. Je pense que tout le corps doit se sentir très mal. Et ça, je peux justement le dire parce que si une partie de la RDC a un problème, tout le corps, toute la RDC a un problème. Mais je ne pense pas que ce problème va perdurer au regard de ce qui s'est fait sur le terrain. Je crois aux forces armées de la RDC, je crois aux efforts de la République, du président de la République et du gouvernement d'ailleurs. Et je pense que avant qu'on ait ces élections-là, au regard de la dynamique qui s'est imposée au niveau diplomatique, la dynamique qui s'est imposée au niveau de la sous-région, la dynamique qui s'est imposée au niveau de l'armée des FARDC, nous pensons effectivement que les lignes vont bouger et que ces élections n'auront pas pour obstacle la situation sécuritaire. Voilà, plusieurs personnes attendaient la nomination des mandataires, c'est arrivé. Et vous êtes aussi satisfait et content des personnes qui ont été nommées? Jean-David Kilolo, cette question, il fallait vraiment la poser. Moi, je suis
PCA au niveau des loges frères. Comme tout autre Congolais, PCA au niveau des pays. Congolais, je déploie un fait. Le premier fait, c'est qu'il faut dépolitiser l'administration publique. Il faut dépolitiser l'administration publique. Il faut dépolitiser l'administration publique. Il ne faut pas nommer des gens parce qu'ils appartiennent à des familles politiques. Ce que nous avons décrié hier sous Kabila, moi je ne peux pas l'accepter aujourd'hui. Je suis désolé. Dites-moi, est-ce que dans un parti politique, il n'y a pas mieux que son responsable? Est-ce que dans un parti politique, il n'y a pas mieux que son épouse? Est-ce que dans un parti politique, il n'y a pas mieux que son enfant? Est-ce que dans un parti politique, il n'y a pas mieux que son cousin, son oncle, etc. C'est ça le débat aujourd'hui. Et donc, si nous avions déploré hier un fait, il faudrait le déplorer aussi aujourd'hui. Et nous pensons que sans citer les noms des gens, vous voyez, on n'a pas besoin de regarder la pluie pour savoir d'où provient le ciel, pour savoir d'où provient la pluie. Et justement, il faut dissocier, il faut créer un monde, un océan entre l'administration publique et la politique, parce que il suffira demain de bien danser dans une matinée politique pour devenir demain quelque part. Voyez-vous, il suffira demain, il faut assainir ce secteur. On l'a déploré hier. Vous savez, à la Régie des eaux, en 2015, j'ai assisté à un reportage scandaleux. 2015. À l'administration publique, on vous dit l'adhésion des membres du PPRD. Ça, c'est en 2015. 2015. Et maintenant, cette fois-ci... L'adhésion, laissez-moi finir. Oui. L'adhésion des membres du PPRD à la Régie des eaux. On voit des agences venir officiellement. Et c'était partout. C'était comme ça partout dans l'administration publique. Mais il faut, justement, ce qu'on a déploré hier, qu'on ne les vive pas aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé dans une administration de la place. Je ne citerai pas les noms, de la ville de Kinshasa. Le quota du ministre, les ministres qui devraient envoyer un individu, qui on envoie, c'est sa femme, sans tenir compte des compétences. Mais on a vécu ce qu'on a vécu, les calvaires. Est-ce que seulement, la bonne question, voici, c'est ça la bonne question, est-ce que ceux qui ont été promus sont compétents pour gérer à bon escient cette administration? Je ne dis pas tous. C'est trop politisé. Je ne dis pas tous. C'est très politisé. Je ne dis pas tous. Vous n'avez qu'à voir la plupart des mandataires. Mais justement. Et donc, mais il y a quand même ceux qui se démarquent. Je pense que demain, il faut qu'on démarque. Il faut qu'on finalement on a pris en étau l'administration publique. Il faut qu'il y ait des concours. Jadis, il y en avait. Il faut qu'il y ait des concours avant de devenir un mandataire. Et pourtant, il y a eu des intérimaires. Je crois à la RENAPI, quelque chose comme ça. Il y en avait. Il faut tester les compétences des gens. Et donc, je pense que ces nominations, on les salue comme on peut, mais seulement, demain, il faudrait repenser, sinon à ne pas tomber dans les travers qu'on a vu il y a 10 ans, il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Merci beaucoup. Et voilà. Mais je ne peux pas terminer sans pour autant saluer quand même certaines nominations, parce qu'il y en a qui l'ont mérité. Je fais allusion ici à l'ACP, je fais allusion à bienvenue Bakoumania, qui est un confrère qui fait l'unanimité dans la profession. C'est un journaliste chevronné, c'est un journaliste qui a beaucoup de valeur, qui est une référence pour beaucoup, moi notamment, qui a été nommé par ordonnance présidentielle comme directeur général de l'ACP. Je le salue. Et un grand ami à moi, un beau kilo, Jean Médard Liosso, qui a été nommé DGA. Et je pense que... Ils ne sont pas dans des partis politiques. Je pense, je ne sais pas, je ne maîtrise pas s'ils sont dans les partis politiques ou pas. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est les profils des gens à avoir. À l'ACP, qui est l'Agence congolaise des presses, prendre quelqu'un qui vient de l'AFP, l'Agence française de presse, je pense que c'est un profil idéal. Quelqu'un comme Jean Médard Liosso, c'est des compétences comme des gens qu'on apprécie, on s'estime mutuellement. Et ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Non, ça va. Et donc, ce sont des gens que nous apprécions. Et je crois que ça doit être une référence pour les ministères ou les entreprises publiques à venir, et voir des compétences et non des gens qui savent bien danser. Merci. Ou des gens qui ont des liaisons familiales avec des uns et des autres. Bélédou, surtout de votre passage. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, on va parler cette fois-ci de l'intégration régionale. Comme ça, Shadrack Bambi,
Monsieur Comessa, tout de suite.